Aujourd'hui, nous allons parler de Jour de tonnerre, le Top Gun sur 4 roues. Aujourd'hui, chers lecteurs, je vous propose de vous replonger en 1990. Restons au chaud pour regarder un chef-d'œuvre du cinéma américain nommé Days of Thunder, un film que vous connaissez sûrement mieux sous le nom de Jour de tonnerre. Si vous habitez plus près de Manicourt que de Daytona, gentlemen, start your engines. Cool Trickle, c'est facile à dire en français, mais encore plus en anglais. C'est le nom du personnage interprété par Tom Cruise dans le film. Il est un jeune pilote à la carrière compromise depuis qu'il a perdu son volant suite à une sale histoire d'accident. Mais l'Amérique d'Hollywood offre toujours une seconde chance et Cole se retrouve convoqué à un test en NASCAR. Il déboule sur le circuit avec une énorme moto, sans casque, dans une scène à l'esthétique digne d'un clip de Bon Jovi. Parce que oui, le Cole, c'est un rebelle, un casse-cou. Il refuse la discipline et il est quelque peu bourrin avec la mécanique. D'ailleurs, il a beau être rapide, cela n'en fait pas une flèche et le garçon est franchement un peu décrit comme bas du front. Il est rapide, mais il conduit à l'instinct. Voilà, un petit peu à la Jacques Villeneuve. L'équipe se rend vite compte, plutôt à l'agile, pardon. L'équipe se rend vite compte qu'il ne sait pas ce que signifie sur-virage ou sous-virage. Autant vous dire qu'on part de loin. Cela ne l'empêchera pas de réussir ce test en claquant un super temps. Évidemment, c'est le héros du film et c'est Tom Cruise. Bon, sinon le film s'arrêterait là. Pour qu'un duo fonctionne, il faut un traditionnel conflit de génération. Ainsi, les deux personnages principaux doivent être très différents l'un de l'autre et être un peu obligés de se côtoyer avant d'apprendre à se connaître, ce qui leur permettra de réaliser quelque chose ensemble. Bref, Tom Cruise va devoir faire équipe avec Robert Duvall, qui interprète le personnage d'Harry Hogg. Harry est une vieille légende du sport automobile américain, mais il est toujours et clairement has-been. Lui aussi traîne derrière lui de vieilles histoires d'accidents et de drames. Prendre ce jeune con de Cole Trickle sous son aile, c'est un peu son dernier combat. S'il doit gagner un jour Daytona 500, il sait que ce sera avec le jeune premier. Même si, je le répète, le garçon n'est pas bien fin. Il lui trouve une bagnole pour courir, efficace, l'occasion rêvée d'assister à une scène bien kitsch où Robert Duvall descend à la cave pour parler à la voiture en lui demandant de prendre soin de son nouveau poulain. Très grande séquence d'émotion et d'affection. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, dit-on. Et ça, les scénaristes l'ont bien compris. Ils mettent donc sur la route de Tom Cruise un rival cynique et dangereux. À force de se frotter les pare-chocs, ces deux-là finissent par avoir un accident assez grave. Le drame se produit en pleine course sur un ovale. Cole arrive à pleine vitesse dans un nuage de fumée, la visibilité est nulle, il ne peut éviter évidemment son ennemi, Roddy Burns, donc Roddy la burne. Les deux loustics se retrouvent aux urgences, la situation est grave. On retrouve nos deux pilotes dans un couloir d'hôpital, chacun dans un fauteuil roulant. Ces deux compétiteurs dans l'âme en profitent pour faire une course sur roulette et sur leur bel fauteuil roulant dans les couloirs de l'établissement hospitalier. On a le circuit qu'on mérite. La scène est magnifique car elle prolonge symboliquement le duel entre les deux pilotes. Ce qui n'empêchera pas le docteur chargé de les soigner de les engueuler en les traitant de jeunes crétins égocentriques. Mais décidément, Hollywood a tout prévu parce que la diplômée de médecine en question n'est pas tout à fait dégueulasse. Il s'agit en effet du premier grand rôle de Nicole Kidman. Enfin, Nicole Kidman, jeune, pleine de charme, avec son air strict, et avant de se voir défigurée par la chirurgie esthétique. Bref, l'Australienne joue le rôle de la médecin un peu coincée qui fait passer les ordonnances avant les sentiments. Après s'être occupée de son vrai rival, elle entame l'auscultation de ce petit con de Cole Trickle. Il sent bien qu'il tente un ou deux trucs pour l'impressionner, mais je vous rappelle que le garçon est un peu bébête. Finalement, elle n'en tiendra pas rigueur à Cole, puisqu'elle cède finalement à ses avances, en plaquant ce pauvre garçon contre un mur avant de lui rouler une pelle. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est le seul et unique film de la carrière de Tom Cruise où celui-ci fait, comme dans la vraie vie, une tête de moins que tout le monde. Bref, au dernier moment, les scénaristes, encore eux, se sont dit qu'il faudrait peut-être rajouter un semblant d'histoire d'amour au milieu de tout ce cambouis, sans quoi ils auraient beaucoup de mal à attirer dans les salles les petites amies des cibles visées par ce chef-d'œuvre. Bref, Tom Cruise sort de l'hôpital et reprend la compétition. Parviendra-t-il à retrouver son niveau? Gagnera-t-il Daytona 500? Est-ce que le jeune garçon parviendra à vaincre ses vieux démons? Sa nouvelle gonzesse supportera-t-elle de le voir ainsi risquer sa vie? Jour de tonnerre, c'est l'Amérique. Raconter l'histoire d'un jeune pilote inconnu qui devient une star du NASCAR, c'est flotter en plein rêve américain. Et pas n'importe quelle Amérique. Celle des rednecks et des républicains, mec. On ne va pas se mentir, non, ce n'est pas une vraie histoire. Mais le film pioche des morceaux de vérité ici et là pour construire une histoire plutôt plausible. Le personnage de Tom Cruise est inspiré de Tim Richmond,
un jeune pilote ayant eu un parcours comparable, mort du sida 1 an avant la sortie du film. Le nom du personnage est lui directement inspiré du coureur Dick Trickle. Pour le rôle du team manager, ils ne sont pas allés chercher bien loin. Cole Trickle, c'est Team Richmond. Harry Hogg sera Harry Hyde, qui travaillait avec Richmond dans la vraie vie. Vous arrivez à suivre ? Le personnage du propriétaire de l'équipe est inspiré clairement de Rick Hendrick, un des patrons d'écurie de NASCAR dans la vraie vie. Ce même Rick Hendrick qui prépare d'ailleurs les voitures qu'on voit dans le film. 35 voitures seront détruites pendant le tournage. Il s'agit de vraies caisses du NASCAR. La production ira même jusqu'à en engager 2 en les confiant à de vrais pilotes dans des manches du championnat. L'objectif étant évidemment de récupérer un maximum d'images en conditions réelles. À l'époque, Tony Scott et Tom Cruise sortent de l'énorme succès de Top Gun. Pour leur prochain film, ils cherchent à rééditer l'exploit. Et Cruise, qui aime bien les voitures, propose de transposer les ficelles de Top Gun aux courses de NASCAR. Pour jouer la partenaire féminine de Tom Cruise, cela ne se bouscule pas au portillon. Le rôle est refusé successivement par de nombreuses actrices comme Sarah Jessica Parker, Julia Roberts, Meg Ryan, Brooke Shields, Sharon Stone, Heather Locklear, Sandra Bullock ou encore Jodie Foster. Finalement, c'est une quasi-inconnue, Nicole Kidman qui s'y colle. Les scènes de course sont donc issues de vraies courses qui sont mixées avec des images tournées à Charlotte, au Darlington Raceway, à Daytona, au Bristol Motor Speedway et à Phoenix, Arizona. Tout le long du film, les lieux de tournage sont mélangés selon les besoins. Heureusement que tous les ovales se ressemblent, sinon on flotterait au milieu d'un océan de faux raccords. Dans l'ensemble, le scénario tient aussi bien la route qu'une voiture américaine, avec son lot d'incohérences. Au cours d'une course de NASCAR et suite à un accident, l'équipe ordonne à Cole de rentrer au stand à 3 tours de la fin. Incohérence, car rien n'oblige Tom Cruise à rentrer à ce moment-là, d'autant que 3 tours, c'est le temps qu'il faut au pace car pour sortir des stands et prendre sa position. La légende dit que certaines scènes étaient écrites le matin même et que Tom Cruise devait alors lire les dialogues sur une feuille scotchée sur la caméra. Le producteur, lui, passe son temps à drailler tout ce qui bouge sur le plateau. Sa technique ? Offrir des robes à toutes les nanas qu'il croise. Il s'en fera carrément livrer une semi-remorque entière pendant le tournage. Le budget dérape sans cesse pour atteindre 60 millions de dollars, soit 4 fois celui de Top Gun. Autant vous dire que les 80 millions de résultats au box-office américain, bien en dessous des attentes, seront finalement accueillis comme un soulagement. Et si comme moi vous aviez 10 ans en 1990, il y a de fortes chances que ce film soit culte à vos yeux. L'atmosphère typique du début des années 90 n'y est pas étrangère, avec ses couleurs chaudes, la réalisation très marquée clip de Tony Scott et cette ambiance qu'on ne retrouve que dans les films ricains de cette période, Jour de tonnerre est une œuvre marquée. On reconnaît le film au premier plan. Mais si ce film est passé à la postérité, c'est tout simplement parce que c'est un vrai bon film de voiture, ce qui est très rare. Le Mans était beau, mais n'avait aucun scénario. Toutes les autres tentatives de transposer la course automobile sur grand écran ont été tout autant d'humiliation pour ceux qui en étaient les responsables. Il faudra attendre Rush et Le Mans 66 pour enfin trouver 2 bons films de course d'affilée. Donc dans les années 90, on avait guère le choix. Avec ses vraies scènes de course, son absence totale d'effets spéciaux, ses caméras embarquées ou posées au ras du sol, la sensation de vitesse et d'immersion dans la course est totale. Ce film a aussi permis à toute une génération d'Européens de découvrir le NASCAR. Ceux qui ne l'ont pas vu disent souvent que le Jour de tonnerre est un navet. La différence avec un navet, comme Michel Vaillant, le film, c'est que personne n'a envie de le revoir. J'ai déjà revu Jour de tonnerre des dizaines de fois depuis l'adolescence. C'est ce qu'on appelle un film culte.